Bonjour à tous. Alors, la fascination de Léonard pour les oiseaux a été analysée par Freud, c'est bien connu, à partir d'un souvenir d'enfance rapporté par le Toscan, où l'on peut lire l'anecdote d'un Milan qui se serait penché sur son berceau et l'aurait fouetté de sa queue. Alors je pense que Madame Roudinesco en reparlera plus longuement, mais je retiens juste ici l'idée que l'intérêt marqué de Léonard pour les oiseaux et leur extraordinaire faculté ne s'est jamais démenti. Il déclarait même que sa destinée manifeste était de travailler sur les oiseaux et sur le vol des oiseaux. Alors la présente communication se propose de retracer quelques étapes du travail de Léonard sur le vol artificiel, à partir de ces belles maquettes, effectivement, du musée léonardien et d'Artes Meccanicae. Puis, dans un deuxième temps, de montrer comment Léonard a trouvé une sorte de substitut au vol réel dans la découverte de moyens mathématiques pour percevoir le territoire avec l'œil de l'oiseau. Alors, l'enjeu de ces recherches n'était pas pour Léonard seulement scientifique. Il était également militaire, car il faut rappeler que la cartographie fut un atout décisif pour plusieurs de ses patrons. D'où vint à Léonard l'idée de construire des machines volantes? Peut-être est-il possible de trouver une réponse dans le contexte florentin de la seconde moitié du XVe siècle, dans lequel l'adolescent Léonard découvre des sources d'émerveillement, notamment dans les nombreux spectacles religieux ou profanes que la ville de Florence propose à ses habitants. Ces spectacles font usage de machines, tel celui de 1539, par exemple, qui représentait l'Ascension et où le Père Céleste était suspendu dans les cieux et où un ange montait vers le firmament. En 1471, pour la mise en scène de l'Annonciation, Verrocchio, le maître de Léonard, simula des mouvements où l'archange Gabriel descend du ciel dans une amande, une mandorla, et il remonte accompagné du Christ, le tout entouré d'anges suspendus dans le ciel. Alors, justement, un tableau de Botticelli qu'on a du mal à interpréter autrement garde la mémoire de ce spectacle. On y voit des anges faire une ronde dans le ciel. Alors on peut se dire que voilà, c'est une abstraction, mais cette scénographie, ce tableau correspond à une scénographie, est entièrement motorisée. Et ce, grâce aux ingénieurs du temps, et en particulier à Filippo Brunelleschi, l'ingénieur qui a monté le dôme de Florence. Vous voyez ici une mandorla, et vous voyez ici cette scénographie des anges grimpant dans le ciel. Alors, en travaillant avec Verrocchio, avec qui il peint par exemple les ailes de l'ange de l'Annonciation, il est probable que Léonard a découvert les techniques des effets spéciaux ou lumineux, mais aussi mécaniques. Alors on voit que Léonard va vraiment dans le détail quand il représente cette aile. Il est bien possible que dans l'atelier de Verrocchio, il y ait eu une aile grandeur nature, qui a un effet spécial, dont Léonard s'est inspiré. Léonard apporte en effet sa marque particulière à ce travail scénographique en observant de près le monde animal. Ce qu'il avait déjà fait d'ailleurs lorsqu'il était plus petit et qu'il avait offert à son père un portrait de la méduse absolument terrifiant, criant de vérité, et si bien qu'il engendrait l'effroi des spectateurs. Ici, on a perdu celui de Léonard, celui que vous avez ici, par le Caravage, est inspiré de la description que Vasari fait du bouclier de Léonard. Léonard est passionné de zoologie, donc il combine ces animaux merveilleux, et il observe particulièrement le monde fascinant des insectes. Et tout particulièrement les libellules. La libellule est intéressante pour lui parce que ses ailes fonctionnent en battement alternatif. Pendant que celle du haut se lève, celle du bas se baisse, et ainsi de suite. Et voilà, donc Léonard observe les animaux dès la période florentine. Si Léonard n'avait pas indiqué à Ludovic le Mort dans la fameuse lettre de candidature qu'il lui avait adressée le fait
qu'il était capable d'imaginer des machines volantes, c'est peut-être parce qu'elles n'étaient probablement pas des sujets assez sérieux pour faire impression. Toutefois, lors de son séjour à Milan, l'artiste toscan a développé des expériences sur le vol. Des lignes du Codex Atlanticus indiquent que Léonard a bel et bien conçu à ce moment-là un engin destiné à voler, et ce dans les années 1490. À cette époque, Léonard travaille non loin de la cathédrale de Milan, le Duomo. Il y travaille aussi, vous savez, à la fabrication d'une statue équestre géante. Mais on sait, parce qu'il le dit lui-même, qu'il est en train de travailler secrètement à la composition de machines volantes. Et d'ailleurs, il doit se cacher des ouvriers qui sont là à travailler sur le tambour de la cathédrale. Alors, il calcule, il se livre à toute une série d'expériences et il calcule par exemple la force nécessaire à un homme qui actionne une aile mécanique. Et il imagine une expérience destinée à être réalisée, alors là pour le coup c'est public, dans la cour du château, face à la cour de Milan tout entière, pour mesurer quelle est la force suffisante que doit développer un homme pour se soulever par un battement d'aile. Alors si la compressibilité de l'air permet une pression suffisante en retour sur l'aile, alors une aile manipulée par un levier, dit-il, pourra soulever un madrier de 200 livres. Je ne sais pas si vous voyez en écriture spéculaire ici écrit 200. Voilà. Alors il se trouve que ça marche. L'expérience imaginée par Léonard sur la vis aérienne, que vous avez vue à l'entrée, hein, qui est déjà là, démontre une autre idée. L'air aurait une sorte d'épaisseur matérielle dans laquelle on peut visser un engin. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a une invention de Léonard qui est de dessiner des hachures pour représenter l'air. Et donc l'engin pourrait monter dans le ciel en se vissant dans l'air. Alors on sait peu de choses sur la façon dont la vis devait elle-même être actionnée. Alors sur le dessin, on voit un cabestan qui aurait pu être manipulé par plusieurs personnes. On se doute bien que c'est ridicule. Personne ne pourrait courir assez vite pour faire voler un hélicoptère de cette façon-là. Mais le texte d'accompagnement dit autre chose, en fait. Le texte d'accompagnement donne bien l'impression que tout ce qui a été fait par Léonard à ce moment-là, c'est une maquette en carton avec un petit ressort en métal. Peu importe, en fait, parce que ce qui compte avant tout ici, c'est un principe de physique. En fait, Léonard illustre un principe de physique. Alors, on sait peu de choses aussi sur la façon dont fonctionnaient d'autres machines. Léonard a eu, pendant cette période milanaise assez précoce, l'idée de concevoir un engin reposant sur les principes qu'il avait dégagés. Alors, quand on regarde ce dessin, on se rend compte que c'est une sorte de vaisseau volant, de soucoupe volante, dans lequel un pilote actionne 4 ailes à l'aide de pédales et de manivelles. On voit aussi qu'il se sert de sa tête et de ses épaules. Alors, le mécanisme est très intéressant. C'est un mécanisme qui sert à battre des ailes sur le modèle de la libellule. C'est-à-dire qu'il y a 2 ailes qui descendent pendant que 2 ailes montent. Ce qui manque à ce schéma et aux notes qui l'accompagnent, c'est le système directionnel. Comment diriger la libellule? Pour l'instant, on voit que l'idée, c'est essentiellement de faire monter la soucoupe, c'est tout. Éventuellement de la faire atterrir, parce qu'il y a des détails qui montrent ça aussi. Ce qui manque à ce schéma, c'est vraiment la direction. Alors, je pense que du coup, on n'a pas affaire à autre chose qu'à une sorte d'abstraction, d'expérience de pensée. Vous voyez ici, on a constitué en 3D le fonctionnement de la libellule. Alors, voilà. On va se pencher à présent sur des machines qui peut-être vous intriguent depuis que vous êtes assis, qui sont des maquettes du Museo Leonardiano de Vinci.
Alors, elles nous permettent de comprendre comment Léonard envisage de compenser la faiblesse musculaire de l'homme. On se rappelle de l'expérience de l'aile dans le château de Milan. Et comment il envisage ses premières machines volantes ou ornithoptères. Ornithoptères, ça veut dire des oiseaux, des machines construites sur le modèle des oiseaux. Alors, prenons la première. La première de ces maquettes, que vous voyez donc ici, construite à partir de ce dessin, qui est le folio 747, ça ne s'invente pas, du Codex Atlanticus, montre, vous voyez, un homme en position horizontale, avec un harnais qui est attaché dans le dos, et tout un système de manivelles, de poulies, qui lui permettent de battre des ailes. Il est prévu qu'il puisse naviguer en vol à l'aide d'une gouverne qui est accrochée, vous voyez ici, au-dessus de sa tête. En fait, ici, le problème de la direction est résolu. C'est-à-dire que c'est avec la tête qu'on décide d'aller à droite ou à gauche. Initialement, Léonard avait plutôt imaginé, il faut quand même bien le dire, un homme en position verticale. On avait vu que dans la libellule, l'homme était assis, comme sur une bicyclette, mais il pouvait être aussi en position verticale avec un harnais qui se mettait comme un sac à dos aux épaules. Mais l'inspiration zoologique conduit Léonard à privilégier plutôt la position horizontale, telle qu'on le voit ici, probablement afin d'améliorer la dextérité en vol. Et puis plus le temps passe, plus Léonard va travailler sur l'articulation des ailes, et des segments articulés, afin qu'elles soient plus flexibles et donc qu'elles permettent beaucoup plus de manœuvres. Dans la deuxième maquette, faite à partir de cette page du Codex B, et dont on retrouve la maquette ici, l'homme est de nouveau en position horizontale et il actionne les ailes. Les pieds, vous le voyez ici, poussent sur des pédales. Et elles sont reliées à un treuil, à des barres, à un jeu de poulies. La pédale de droite sert à ouvrir les ailes, celle de gauche sert à fermer les ailes. Et sur le dessin, on perçoit que sur l'extrémité des ailes, il y a de quoi ouvrir et fermer en ramenant les ailes vers l'intérieur par un câble en flexion vers l'intérieur. Alors ceci pose le problème d'ailleurs de la nature de ces ailes qui ne sont pas dessinées ici. Assurément, elles devaient être en textile ou en cuir flexible. Alors, aussi créative soit l'approche de Léonard, elle manque cependant d'unité. Certains dessins concernent des diagrammes de force, d'autres des questions d'équilibre ou de dextérité en vol, d'autres encore la structure des ailes, mais dans les rares cas où la machine est dessinée dans son entier, il manque toujours quelque chose. Alors, pour fabriquer cette maquette que vous voyez là, qui est exposée au musée du Clos Lucé, qui a été réalisée au départ en Angleterre par l'équipe de Martin Kemp, il a fallu rapprocher plusieurs dessins, des dessins d'ailes, des dessins de la machine effroyablement lourde. Donc, en fait, une machine improbable. On se doute bien qu'on ne peut pas voler avec 750 kilos sur le dos. Vers 1483, donc très tôt aussi, et ce sont les premières années milanaises, Léonard s'était précocement tourné vers une autre solution, le vol à voile, c'est-à-dire le vol où l'on se laisse porter par le vent. Et le parachute nous donne à comprendre de quoi il s'agit. Le folio du Codex Atlanticus qui le représente est assez proche d'un folio qui se trouve à la British Library, d'un autre parachute inventé un siècle plus tôt par un ingénieur siennois anonyme. Ce qui veut dire, by the way, que Léonard n'est pas l'inventeur du parachute, puisque vous voyez, il y en a eu avant. Mais chez Léonard, on a une largeur prévue du parachute qui est beaucoup plus crédible. Alors, des expériences ont été faites sur le parachute de Léonard, notamment par M. Adrian Nichols, un Anglais, qui, en l'an 2000, avec des matériaux d'époque, et pour la BBC, a essayé de prouver que le parachute de Léonard était viable. Alors, vous voyez ici l'expérience, mais vous voyez quand même une chose, c'est que l'on a tronçonné le haut de la pyramide.
Parce que si on ne l'avait pas tronçonné, le parachute serait tombé en vrille. Donc, ce n'est pas exactement le dessin de Léonard. Donc il a triché. Ce n'est pas non plus les matériaux de Léonard, disponibles à l'époque de Léonard. Donc on a un petit peu triché ici, et ça pose quand même problème. Ce qui pose aussi problème, c'est la façon dont les choses ont été reconstituées. Vous voyez, d'abord, il y a beaucoup de filins, qu'il n'y a pas dans le dessin originel de Léonard. Alors je vous propose de retourner, grâce aux travaux d'Alexander Neuwall et Andrea Bernardoni pour Artes Meccaniche, sur une reproduction beaucoup plus philologique du parachute de Léonard. Alors, à la différence du parachute siennois, il est de forme pyramidale, 6 mètres de côté, 6 mètres de haut, et son inventeur prévoyait qu'il soit en toile cirée afin d'obturer les pores du tissu et d'augmenter la prise d'air et d'assurer aussi qu'il soit doté d'une structure rigide. Là, il faut comprendre une chose, c'est que, contrairement aux expériences anglaises, Léonard ne disposait pas d'hélicoptère. Ça, on sait bien que ça ne vole pas. Donc, si Léonard essayait un parachute, c'était depuis un point élevé, une falaise, une tour peut-être, encore faut-il avoir une tour suffisamment grande, et du coup, il faut que le parachute soit déjà ouvert à l'origine. Et l'œil sagace de mes camarades de Vinci a quand même permis de... Pardon, je reviens sur le parachute. A quand même permis de comprendre une chose. C'est que, vous voyez, ici, il y a quelque chose qu'on ne voit pas généralement dans les maquettes de Léonard de Vinci. Il y a un axe. Regardons bien le dessin de Léonard. En général, on se trompe sur l'interprétation. Vous voyez, vous avez des câbles qui remontent sur chaque coin. On a longtemps interprété ce trait-là, en le regardant mal, comme le truc qui va au 4e coin. Mais ça ne va pas au 4e coin, ça va au sommet de la pyramide. En fait, le 4e filin, il est là. On le voit un petit peu en perspective derrière. Léonard connaît la perspective suffisamment pour ne pas se tromper là-dessus. Donc, question, qu'est-ce ce pieu? Eh bien, c'est un pieu qui sert à ouvrir le parachute. Par ailleurs, vous voyez qu'il y a autour de la taille, enfin du torse de l'aéronaute, il y a ici une sorte de bande qui permet de tenir le mât. Hein, et ça, c'est quelque chose que personne n'avait franchement vu jusqu'à une période tout à fait récente. Alors, un autre dessin datant du début des années 1490, un petit peu plus tardif, montre 2 systèmes reposant sur la chute d'un dispositif à voile. Alors le premier, c'est une sorte de gyroscope entoilé avec à l'intérieur une ferme dans laquelle on aurait mis un homme. Et l'autre, c'est un planeur en forme paraboloïde. Hein, on voit ici, c'est le forme paraboloïde. Mais là encore, il faut non seulement regarder le dessin, mais il faut lire le texte d'accompagnement. Et le texte d'accompagnement permet de comprendre que, contrairement à ce que tout le monde pense, parce qu'on plaque le futur sur Léonard et on a tort, l'avant de l'aile, c'est pas ça, c'est ça. Parce que Léonard, enfin il le dit, hein, mais Léonard est en train d'imiter une punaise. Alors c'est pas noble pour nous, mais Léonard adore les insectes, hein, et c'est une aile zoomorphe. Alors comment fonctionne-t-elle? Vous envoyez ici la maquette d'Artes Meccaniche. Le pilote se tient debout sur une sorte de trapèze qui, grâce au renvoi opéré, vous voyez, par des câbles, contrôle le roulis. Alors, avec les mains, il affirme plutôt un levier à balancier qui, lui, règle le tangage de l'appareil. Alors, l'aile, comme la sphère, était probablement fait de roseaux et de toile fine pour être le plus léger possible. Voilà. Et le roulis, lui, est contrôlé par un renvoi de 2 câbles, on l'a dit. Alors, ce deltaplane, tel qu'il est dessiné, là aussi, les Anglais ont un peu travaillé sur la question, ne pouvait voler de façon stable. Entre autres parce qu'il lui manque un axe vertical qui lui donnerait un peu plus de stabilité. Dans les années 1500-1508, le temps file, Léonard passe son temps à observer de près les rapaces, mais également les passereaux, les hirondelles, les grives et les alouettes. Aucun animal qui vole cru, comme disait Oscar Wilde, ne lui échappe sur la colline de Fiesole. Et
il consigne ses observations dans plusieurs ouvrages dont il veut fabriquer un livre. Enfin plus exactement 4 livres. Dans le second livre, 2 parties sont consacrées d'une part au vol sans battement d'aile et d'autre part au vol cherchant un équilibre dans le vent. Alors Léonard y ajoute des remarques sur les moyens de reproduire mécaniquement les vols animaux de façon mimétique. Il écrit aussi sur la façon dont les oiseaux ou les machines peuvent se maintenir en vol contre le vent. Et cette fois, il y a derrière tout ça quand même un projet de machine qui repose sur la notion de flexion-extension des ailes. Mais une machine qui se jetterait dans le vide. Voilà. Alors, l'aile que prévoit Léonard serait articulée et le pilote la manipule en tirant des poulies. Mais il n'y a plus du tout l'idée de se soulever du sol par soi-même. Ça, c'est fini. Là, ce qui compte, c'est d'optimiser l'exposition au vent. Alors, il faut désormais que la machine vole depuis un point élevé afin de récupérer les mouvements ascensionnels. Et c'est de cette époque, peut-être que date une phrase de Léonard qui décrit une expérimentation de ce type. Sur un mode un petit peu prophétique dont Léonard avait le secret. Le grand oiseau prendra son premier vol sur le dos du grand cygne, Monte Ceccheri, c'est une montagne qui se trouve juste au-dessus de Fiesole, à la stupéfaction de la terre, et remplira toutes les annales de sa grande renommée, et à son nid natal, il conférera grande renommée ou célébrité. Donc c'est sous le volo, c'est sur la couverture d'un des codex sur le vol. Léonard, pendant la période florentine, la deuxième période florentine, s'est débarrassé de tous les gros dispositifs mécaniques de la période milanaise et il n'a plus gardé que des systèmes de câbles et de poulies en accroissant le mimétisme naturel. Et ce, afin de mieux prendre en compte la question de l'équilibre en vol. Alors, dans cette vision-là des choses, le pilote est en quelque sorte l'âme de l'engin. Et en termes modernes, ce que Léonard essaye de comprendre, c'est comment l'homme peut acquérir une capacité naturelle de pilotage, c'est-à-dire le logiciel mental de l'oiseau. Que deviennent les projets de Léonard par la suite? Alors, on voit surtout dans ses carnets, y compris jusque dans la période française, qu'il théorise surtout le comportement de l'air sur la courbure d'une aile et la notion de courant ascendant. C'est ce qui le fascine complètement. Le vol ne peut être pour l'homme qu'une tentative de se fondre avec l'air qui l'entoure, comme le fait l'oiseau, par exemple, lors de ses trajectoires en zigzag. L'homme doit se plier à la volonté de la nature, et l'idée du vol humain n'est donc pas totalement abandonnée, mais c'est toujours du vol dans le vent. Certains passages du manuscrit de Windsor disent tout de même la déception de Léonard face à l'impossibilité d'égaler la nature. Il écrit par exemple « Un navire jamais n'égalera un poisson ». Il compare beaucoup l'air et l'eau d'ailleurs à cette époque. Et ces passages peuvent laisser entendre qu'à la fin de sa vie, Léonard est désenchanté. C'est-à-dire que quand il construit des machines volantes, à ce moment-là, c'est des petits lézards customisés avec des ailes de dragon qu'il présente à la cour pontificale. Léonard a-t-il néanmoins essayé de voler? C'est une question qu'on peut se poser au terme de cette première partie. C'est ce que semble indiquer Girolamo Cardan, un grand mécanicien de la Renaissance, auquel on doit plein de choses dans nos voitures, et qui écrit un De Subtilitate publié en 1547. Et Cardan écrit « Léonard de Vinci essaya également de s'envoler, mais il échoua comme les autres ». Cette phrase sibylline est quand même très intéressante parce qu'elle laisse imaginer que peut-être il y a une expérimentation. Le « comme les autres » renvoie à d'autres expérimentations qui se sont faites d'ailleurs dans la région de la Toscane et de l'Ombrie à la même époque et que cite Cardan. Mais est-ce que Cardan fait allusion aux expériences de Milan ou est-ce qu'il fait allusion aux expériences de Fiesole? C'est très difficile de le dire, difficile de trancher aujourd'hui. Alors, on va donc passer à la deuxième partie de notre exposé. Comment du coup Léonard s'en sort pour imiter l'oiseau, pour retrouver l'œil de l'oiseau?
L'attrait qu'exerce l'œil de l'oiseau à la Renaissance entretient une relation certaine avec la guerre. L'une des chasses privilégiées des aristocrates est en effet celle qu'ils pratiquent avec des rapaces comme le faucon, le gerfaut ou le milan. Et ce n'est probablement pas un hasard si plusieurs pièces d'artillerie de l'époque s'appellent le faucon ou le fauconneau, et donc prennent le nom d'oiseaux de proie. Ces animaux fascinent pour plusieurs raisons, en raison de leur capacité d'intervention foudroyante, mais aussi en raison de leur perception totale, précise et plongeante du territoire. Et c'est sans doute un des points qui interroge le plus Léonard. Quand Léonard s'abîme dans la contemplation des milans qui survolent en cercle la colline de Fiesole à la recherche d'un petit gibier, c'est sans doute ce pouvoir perceptif exorbitant des oiseaux de proie qu'il envie, comme d'ailleurs la plupart de ses patrons qui étaient à la fois chasseurs et guerriers. La frustration de l'incapacité à voler avec des machines peut être combattue néanmoins avec la construction abstraite de la vue à vol d'oiseau. C'est ce que comprend Léonard et c'est ce qu'il fait très tôt. Et c'est rendu possible ce travail-là par les mathématiques, et c'est cette voie que Léonard explore et dont je voudrais vous parler à présent. Alors, ici, dans ce petit film du musée de Vinci, on voit par exemple ici l'intérêt pour l'eau comme pour l'air, une comparaison que Léonard fait entre l'eau et l'air. Vous voyez justement cette étude des oiseaux dans le vent, du vol en zigzag. Et juste pour essayer de comprendre la fascination de Léonard, voilà des rapaces qui volent au-dessus de la Toscane et qui utilisent les courants. Léonard les a observés des heures. Hein, l'homme d'action était aussi contemplatif. Alors, dès 1482, Léonard s'exerce à essayer de représenter les choses à vol d'oiseau. Alors ici, on est dans un paysage qui est cher à Léonard, non loin de Vinci, près de Fucecchio, au-dessus de Manzumano in Alto, un paysage de marais derrière, et puis un paysage de collines. Alors, ce paysage, le lieu d'où a été représenté ce paysage a été découvert par Romano Nani, ancien directeur du musée de Vinci. Et il faut noter que ce paysage, qui est très connu, hein, c'est sans doute un des premiers paysages autonomes de l'histoire de l'art. Mais en même temps, quelque chose d'intéressant pour le mathématicien, c'est que ce dessin est fait d'un point de vue qui n'existe pas dans la réalité. Hein, en fait, si on pense qu'il était là sur une colline et qu'il observait d'autres collines en contrebas, eh bien, si on se rend sur place, on se rend compte qu'il n'y a pas de colline. Donc c'est un point de vue abstrait que choisit Léonard. Un point de vue qui ne peut être construit que mathématiquement. Et plus tard, les vues à vol d'oiseau sont surtout utilisées dans son travail de cartographie. Par exemple, au début de l'été 1502, Léonard lève des cartes du Val di Chiana, dans la région d'Arezzo, pour le compte de César Borgia. Il faut rappeler que Léonard est l'ingénieur militaire en chef de César Borgia, ce qui n'est pas une petite chose. Le feuillet 12682 de Windsor, de la collection royale, démontre la qualité des relevés qu'il fait à ce moment-là pour les villes, pour le réseau hydrographique. Et dans cette vue à vol d'oiseau, toutes les distances des localités sont mesurées à partir de la ville de Castiglione Fiorentino. Alors, tout ça n'est possible que grâce à des instruments mathématiques qui ont été reconstruits notamment par Michel Campana ici. Alors, on va essayer de les observer de plus près. Comment Léonard réalise-t-il ces chefs-d'œuvre cartographiques? Eh bien, en utilisant des instruments de mesure. C'est bien là la clé pour voir comme l'oiseau. Mesurer à vue, misurare a vista, c'est une discipline que l'on enseignait dans les écoles d'abac florentines et que Paolo dal Pozzo Toscanelli, un vieux maître cartographe que fréquentait Léonard, maîtrisait à la perfection. Il s'agissait
de pratiquer toute une série d'opérations consacrées à la mesure des hauteurs ou des distances par la méthode de relevé indirect. Alors, le principe de base, c'est l'utilisation du théorème pythagoricien des triangles semblables. Et il faut d'abord, alors on peut le voir sur ces exemples, sur cette règle triangulaire qui sert à mesurer les hauteurs, il faut d'abord régler l'horizontalité de la prise de mesure grâce à un fil à plomb, et ensuite de s'assurer qu'on mesure bien la hauteur de l'instrument. Bon, imaginons que je suis bien à l'horizontale, ça prend du temps de faire une bonne mesure. Mais imaginons que je veuille, je mets à la hauteur de mon œil, que je veuille mesurer la hauteur du parachute que voici. Vous voyez, je le mets là, voilà, là je suis à l'horizontale, et là je suis à la hauteur. Et donc je peux mesurer sur cet axe la hauteur d'un objet distant. Si je connais la distance entre moi et le parachute, eh bien, c'est un triangle assez simple, il y a une équation assez simple à réaliser. Voilà. Alors, pour plus de précision, pour stabiliser les instruments, Léonard peut également se servir de l'archipendolo, un instrument très classique d'architecte qu'utilisaient ses prédécesseurs siennois comme Tacola ou Francesco Di Giorgio. Alors, l'usage de la règle articulée, je voudrais revenir sur cette règle parce qu'elle est fascinante, pour relever l'attitude d'une montagne, est expliqué justement dans le Codex Atlanticus. On dispose d'une équerre formée par une base horizontale, on l'a vu, qui est graduée, une alidade qui est mobile, on l'a vu, qui elle aussi est graduée, et un axe vertical qu'on peut planter en terre. Vous voyez le fil à plomb qui permet de s'assurer qu'elle est doublement ancrée ici. Et avec ça, on peut faire beaucoup de choses. J'ai essayé de vous le montrer. Alors, voilà, par exemple, un dessin où Léonard montre qu'il utilise deux règles pour mesurer la distance d'une montagne. En fait, il ne connaît pas tout à fait la distance jusqu'à la montagne. Peu importe. Grâce à Pythagore et à une visée faite en A et une visée faite en P, qu'on voit ici, non, c'est probablement un D d'ailleurs, on peut mesurer la hauteur de la montagne. Comment faire? Alors, mettons qu'on cherche à mesurer la hauteur d'une tour, dans laquelle il y a des gens qui sont armés d'arbalètes, par exemple, donc on ne peut pas trop s'approcher. Et à une certaine distance de cette tour, on va planter notre instrument. Voilà. Je m'assure bien que c'est à l'horizontale et je prends la visée de la tour. Je regarde combien de graduations il y a pour mesurer l'écart de l'angle. On a donc 14 graduations. Alors maintenant, je fais 12 pas en arrière, comme sur le schéma de Léonard, et je réinstalle pour une deuxième visée ma règle, et je refais la mesure. Et là maintenant, j'ai désormais 10 graduations. Donc en fait, grâce à tout ça, on a, excusez-moi de ce petit délire mathématique du matin, c'est cruel, on a une équation où on a la hauteur sur la distance, qui est inconnue, plus 12 égale 10 par rapport à 20, et on a sur la première règle, la hauteur sur la distance est égale à 14 sur 20. Si on résout cette équation-là, je vous épargne le détail, on peut donner la hauteur de la tour réelle et la distance à la tour sans même s'approcher de la tour. Alors, on peut faire plein de choses avec ces règles. On peut par exemple aussi mesurer l'angle qu'il y a l'angle visuel qu'il y a entre deux collines. On peut s'amuser aussi. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est les mêmes instruments que Léonard, mais qui sont utilisés à la fin du XVIe siècle, dans des traités français. On peut mesurer la largeur d'un fleuve sans avoir à traverser le fleuve.
Et donc, tout ça est très pratique. Alors, bon, ça, c'est quand les lieux sont inaccessibles. Quand les lieux sont accessibles, mais lointains, quand les lieux sont accessibles mais proches, on a une chaîne d'arpenteurs, ça c'est vieux comme le monde. Mais comment faire quand on veut mesurer une ville lointaine, la distance d'une ville lointaine? Alors nous, nos voitures ont des compteurs kilométriques. Eh bien, je vous présente le premier compteur kilométrique dessiné par Léonard. En réalité, ce n'est pas tout à fait le premier parce que Vitruve, l'ingénieur romain, en avait déjà dessiné un. Mais Léonard appelle cet engin, suivant Vitruve, l'odomètre. Alors, celui que figure Léonard, que vous voyez bien ici, hein, d'ailleurs c'est le premier folio du Codex Atlanticus, celui que vous voyez chez Léonard ressemble à une brouette, et une brouette qui a donc une roue. Sur cette roue, il y a une petite came qui fait tourner la roue verticale, et la roue verticale, au bout d'un certain nombre de tours, fait tourner la roue horizontale. Et dans la roue horizontale, peut-être vous le voyez bien mieux ici, il y a des petits trous dans la roue. Et dans ces petits trous, il y a des billes. Et au bout d'un certain nombre de tours, la bille arrive juste au-dessus de la petite boîte qui se trouve là, et la bille tombe dans la petite boîte. Ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre de milles parcourus, eh bien, il n'y a plus qu'à compter les billes pour savoir la distance qui a été parcourue. Alors c'est assez formidable, mais vous voyez, pour le cartographe, c'est un outil absolument génial, puisque on peut dire à combien de kilomètres est tel ou tel lieu. Deuxième instrument très important, la boussole. Alors, la boussole, bussola en italien, en fait, c'est à la fois, vous voyez, un azimut qu'on peut mesurer avec une aiguille aimantée, et puis des directions. Nous, on mettrait sud-est, nord-est, nord-ouest, etc. Pas au XVe siècle. Au XVe siècle, c'est plus poétique. On donne aux directions les noms des vents méditerranéens. Levante, Sirocco, Libeccio, Tramontana, etc. Et toutes ces directions, en fait, permettent de dire, par exemple, si je me balade avec ma brouette sur une route, je vais sur une direction donnée sur 24 000, par exemple, et puis d'un seul coup, la route oblique. Eh bien, là, je peux prendre l'obliquité de la route grâce à la bussola. C'est exactement ce que fait Léonard ici, en travaillant avec son apprenti Melzi. Il est à Romorantin ce jour-là. Alors, si on regarde bien le dessin, on voit qu'il y a des chiffres qui sont écrits en écriture spéculaire. Donc ça, c'est bien l'écriture de Léonard. Mais ici, ce n'est pas l'écriture de Léonard, c'est en écriture normale. Et là, c'est Melzi. C'est assez émouvant hein, de voir ces deux personnages travailler ensemble. Et Léonard note les chiffres. Donc il est avec l'odomètre. Probablement, ce n'est pas lui qui pousse. Hein. Mais voilà. Et Melzi, lui, dit, il est avec sa bussola. Et il dit, à la quarta di mezzo di verso Sirocco, c'est-à-dire à la quatrième du milieu de la boussole dans la direction du sud-est, eh bien, on a la première orientation. Vous voyez, c'est avec ça qu'on fait de la cartographie. Alors, la méthode par odomètre et boussole est utilisée notamment dans la carte du Val di Chiana que vous avez ici, qui est absolument magnifique, qui date de 1502, et où des distances radiales sont données à partir d'un lieu précis, en l'occurrence ici à Arezzo. Et on fait tout ça grâce au compas. Alors je vais vous montrer, voilà le compas merveilleux de Léonard. Vous voyez que Léonard n'a rien à envier aux grands designers modernes. Vous voyez ce compas absolument magnifique qu'a dessiné Léonard. Alors, je vais faire le type de geste qu'il devait faire. Je me positionne sur Arezzo. Je vérifie l'écartement, et là, je trace mon cercle, et puis je peux reporter la distance de telle ou telle ville prise grâce aux données récupérées à l'odomètre ou récupérées, et puis les directions sont données par la boussole. Je vais replacer ce bel objet
qui d'ailleurs, j'ai oublié de dire que ce bel objet permet aussi de mesurer par exemple des tailles d'écrou, si on veut, avec la petite mesure interne qui est là. Voilà. Alors, si je regarde d'autres cartes de Léonard, par exemple une carte très fameuse, qui est la carte d'Imola. Elle est réalisée au service de César Borgia, vers 1502 là encore. Léonard et Machiavel hivernent dans la même ville qui va bientôt être assiégée. Donc Léonard prend des mesures pour les fortifications, notamment regardez la forteresse d'Imola, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, qui est bien repérée. Et tout autour d'Imola, hein, vous voyez qu'il y a des mesures qui sont prises, des directions. Donc on sent bien que là, il y a encore l'usage de la boussole. Et telle ou telle direction, vous voyez, on a des inscriptions dans la marge qui disent, bon ben voilà, au 5/8e verso Sirocco, il y a telle ou telle ville. Par exemple, Faenza est à 10 000 au verso Sirocco, au sud-est. La ville elle-même, comment est faite cette carte? Alors, les quartiers sont mesurés, soit à la chaîne d'Arpenteur, soit à l'odomètre. Et en plus, ensuite, on les replace à l'intérieur d'un périmètre dessiné par le maître et à l'intérieur de secteurs qui sont dessinés grâce à la bussola. Et donc là, tout ce qui compte, c'est de bien placer tout en se mettant en périphérie grâce à des alignements visuels. Alors comment on fait pour les alignements visuels? On utilise l'horizon. L'horizon, c'est un nouveau type d'instrument au milieu duquel on met une bussola. Et le principe consiste à opérer des mesures d'angle et à en déduire un relevé. Cet instrument permettait des relevés topographiques en mesurant des angles de position de lieu par rapport à une station donnée et à une visée. Alors en passant, comme sur ce dessin, d'une station à une autre, eh bien, par triangulation, on pouvait connaître la distance entre deux lieux. Voilà, autre instrument de prospectographie, comme on dit, de Léonard. Alors, sa réflexion théorique amène le maître à repenser, à représenter les paesi in pittura, les pays en peinture. Une fois les espaces délimités sous forme de grandes masses, reste à représenter les reliefs. Et pour cela, Léonard combine l'usage de la boussole, des instruments de prospectographie, l'horizon ou la règle, et place ensuite les vues en perspective dans le plan. Léonard note, et ça c'est très moderne, hein, Léonard note les différences de proportion entre les collines. C'est-à-dire que les collines ne sont pas dressées au hasard, c'est-à-dire que la hauteur des collines est proportionnelle à leur hauteur mesurée sur le terrain. Et il utilise la lumière et les ombrages pour donner au spectateur, qui est un commanditaire noble, donc la chose est jolie, pour donner au commanditaire le sens du terrain. La carte de la Toscane que vous voyez ici, avec ses villes perchées sur des collines, on y voit Volterra par exemple, est très représentative du type de travail que Léonard fait à ce moment-là. L'échelle est très exacte, mais elle dépend d'un point de vue perspectif. On se retrouve exactement dans le paysage de Toscane qu'on a vu précédemment, d'un point de vue perspectif qui n'existe pas ou qui existerait si on était un aigle et si on se mettait à 20 000 au-dessus de Florence. Et là, on verrait ce détail-là. Voilà. Alors les ombres sont projetées vers le nord. Ah oui, j'ai oublié de dire que sur une carte du XVe et du XVIe siècle, le nord n'est pas forcément en haut. Hein. Ici, le nord est par là et le sud est par là. Voilà. Alors, le contexte de la réalisation de cette carte, on le voit bien ici sur ce détail, était celui des années 1503-1504, lorsque Léonard étudiait, pour la République de Florence, les moyens de détourner l'Arno vers Livourne. Hein, voici l'Arno. Et il s'agissait de détourner par un canal l'Arno en direction de Livourne, et ce au détriment de Pise. Pise était en guerre avec Florence, donc Léonard, ingénieur, sert les desseins politiques de la République. Impossible d'obtenir une telle représentation
sans une construction intellectuelle abstraite. C'est-à-dire que je vous défie de lever une carte comme ça, même au crayon vaguement, en prenant le bus entre Florence et Pise, parce qu'en fait, on ne voit pas ce paysage. C'est un paysage vu avec l'œil de l'esprit. Alors, la représentation du Val di Chiana, autre carte magnifique, on a déjà vu, est une image hybride entre carte et paysage, vue là encore d'un point élevé, qui ne peut être que l'œil de l'oiseau. On a longtemps pris ce document pour une carte militaire réalisée pour César Borgia, parce que notamment les distances entre les villes sont extrêmement bien indiquées. On pense aujourd'hui que le contexte de la réalisation, c'est plutôt de l'ingénierie hydraulique, et notamment Léonard s'intéresse au drainage des marais. Alors, voilà un autre type de carte de Léonard, la carte de l'Italie du centre. Elle, on sait qu'elle a été réalisée pour César Borgia, à partir d'une carte préexistante que Léonard s'était fait donner dans la ville d'Urbino. Et elle montre que l'intérêt développé par Léonard dans son traité de peinture pour les ombres et les lumières trouve son application aussi en cartographie. Pourquoi? Parce que on voit bien que les contours utilisent le fameux sfumato de Léonard, cet estompage caractéristique du maître. Et surtout, les tons utilisés sont d'autant plus clairs que l'on est en plaine et d'autant plus foncés que l'on gagne en élévation. La carte semble totalement moderne par rapport à celle de la génération précédente qui juxtapose des détails pittoresques. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir sous les yeux une carte topographique moderne. Mais c'est aussi l'application de tout ce que Léonard dit dans son traité de peinture. Alors pour conclure, Léonard, cartographe, remplissait tous les devoirs de l'arpenteur pour ses patrons. Connaissance des lieux, connaissance des distances, des hauteurs, des routes, des réseaux hydrographiques, des marais. Et ce travail allait bien au-delà de la simple récolte d'informations ponctuelles. Il est clair qu'à de nombreuses reprises, Léonard a procédé à des relevés. Il a envoyé des hommes munis d'odomètres, de boussolas, d'archipendoli, etc., faire les relevés, mesurer des distances, mesurer des pentes de collines. Avec le titre d'ingénieur général auprès de César Borgia, ou de conseiller de la République de Florence, il va inspecter des fortifications par exemple, il avait ce pouvoir. Mais à partir des données récupérées par une armée de gens qui travaillent pour lui, Léonard allait bien au-delà de la description de paysages que faisaient ses prédécesseurs. Il construisait mentalement, à partir des mathématiques, à partir de sa connaissance de la perspective, avec ses points de fuite, avec ses points de distance, avec sa connaissance de l'art de la peinture, science des ombrages, science de la lumière, sfumato, il construisait une sorte de chorégraphie abstraite, établie pour ainsi dire à vol d'oiseau. Léonard allait, se faisant bien au-delà des cartographes qui lui étaient contemporains, car il représentait les reliefs de façon extrêmement précise. Il donnait à voir en fait la nature de ces monti e paesi alti, les monts et les pays en altitude, dont la connaissance, estimait Machiavel, dans l'art de la guerre, était particulièrement nécessaire au condottiere. Léonard, homme de guerre. Je vous remercie.